Pendant des millénaires, ce fut la seule recette éprouvée pour atteindre la grandeur. Tu veux la richesse, le pouvoir, la gloire éternelle? Conquiert des terres. La logique était simple et implacable, plus de territoire signifiait plus de paysans payant des impôts, plus de terres arables, plus de mines d'or, plus d'esclaves. Des ambitions de Jules César à l'ampleur de l'Empire britannique, sur lequel on disait que le soleil ne se couchait jamais, tout fonctionnait selon le même principe. La guerre de conquête n'était pas une tragédie, mais un investissement. Une entreprise à haut risque, mais à haut rendement. Mais si je vous disais que dans notre monde moderne et hyperconnecté, cette formule ancienne n'est pas seulement obsolète, elle est devenue une recette garantie d'échec? Économique, politique, stratégique. Et pourtant, pourquoi voyons-nous des dirigeants influents comme Vladimir Poutine ou Recep Tayyip Erdogan sembler encore obsédés par ce vieux jeu? Ils agissent selon un manuel écrit il y a des siècles, mais le résultat est tout à fait différent. Au lieu de l'éclat impérial, l'isolement international et les sanctions. Au lieu de nouveaux sujets loyaux, des territoires non reconnus, problématiques, dont les populations rêvent non pas de la gloire d'un nouvel empire, mais simplement de sécurité et d'une vie normale. La Crimée, le Donbass, le Haut-Karabakh, aujourd'hui, ce ne sont pas des symboles de puissance, mais des casse-têtes perpétuels, monstrueusement coûteux à entretenir et ne rapportant aucun bénéfice réel. Une question évidente se pose. Si cette stratégie est si profitable, pourquoi les pays occidentaux développés et puissants ne l'utilisent-ils pas? Regardez les États-Unis. Leur budget militaire dépasse celui des 10 pays suivants réunis. D'un point de vue purement militaire, ils pourraient avec un effort minimal établir leur contrôle sur la moitié de l'Amérique latine ou d'autres régions. Mais ils ne le font pas. Non pas parce qu'ils seraient devenus des anges moraux ou des pacifistes, l'histoire dit le contraire. Mais parce que dans leurs calculs, dans leur compréhension du fonctionnement du monde moderne, une telle opération est un non-sens total. Un gaspillage de ressources dénué de sens. Ils vivent dans une réalité économique différente, qui a rendu l'idée même de l'annexion territoriale non rentable. Pour comprendre cette réalité, nous devons faire un bref voyage dans le temps et voir comment la source même de la richesse et du pouvoir a radicalement changé. Toute l'histoire humaine jusqu'au XIXe siècle peut être appelée l'ère agraire. La richesse était créée par la terre et la force musculaire, principalement le travail paysan. Le progrès technologique était incroyablement lent. La charrue de la Renaissance ne différait guère de celle de l'Empire romain. Dans un tel monde, l'équation était primitive et simple, territoire égale richesse. Capture une province, gagne de nouveaux contribuables. Colonise un continent et reçoit un flux inépuisable d'or, d'épices, de coton. Les guerres étaient menées par des armées professionnelles relativement petites, les destructions étaient localisées, et les campagnes se rentabilisaient rapidement et visiblement par les trésors saisis, les tribus, les esclaves. C'était une arithmétique que tout conquérant comprenait. Mais vint la révolution industrielle, et elle changea à jamais la nature de la guerre, la rendant monstrueusement coûteuse et destructrice. L'avènement des mitrailleuses, de l'artillerie à longue portée, de l'aviation, puis des armes nucléaires transforma les conflits en duels sportifs, d'armées professionnelles en annihilation totale. Désormais, pour gagner, il fallait mobiliser non pas des milliers, mais des millions de personnes en prenant des ingénieurs aux usines, des enseignants aux écoles, des ouvriers aux fermes. Le prix de la vie humaine, et donc le coût politique de la guerre, monta en flèche. Le soldat n'était plus un mercenaire sans visage, mais un citoyen ayant un avenir, une famille et une carrière, qu'il fallait convaincre de mourir pour une idée. Mais le véritable tournant ne se produisit pas sur le champ de bataille, mais après. Imaginez, vous, au prix d'énormes pertes, capturer une région industrielle développée au XXe siècle. Que obtenez-vous? Vous obtenez une mer de problèmes. Des usines détruites, des voies ferrées et des centrales électriques bombardées, des infrastructures anéanties. Pour que ce territoire commence à produire quoi que ce soit et génère des revenus, vous devez d'abord tout reconstruire. Et ce n'est pas tout. L'industrie moderne n'a pas besoin que de corps humains. Elle a besoin d'ouvriers instruits, qui nécessitent une éducation. Elle a besoin d'ingénieurs et de gestionnaires, qui ont besoin de sécurité et de stabilité. Elle a besoin d'hôpitaux, d'écoles, de services sociaux. En fait, pour intégrer cette terre, vous devez y importer tout le système complexe d'institutions et l'état de droit, la protection de la propriété, les garanties sociales que vous avez mis des années à construire chez vous. Ce processus prend des décennies et nécessite des investissements colossaux, souvent inabordables. La rentabilité tend vers zéro, voire devient négative. Vous n'acquérez pas un actif,
mais un ulcère à long terme, qui saigne sur le corps de votre économie. Et ici nous arrivons au point principal, à ce qui, au XXIe siècle, a mis le point final à l'ancien modèle. Nous sommes entrés dans l'ère post-industrielle. Aujourd'hui, la source première de richesse, de croissance et de pouvoir n'est plus la terre, ni même les machines. C'est le capital humain. Le savoir, les idées, l'innovation, la créativité, les marques, le code logiciel. Un exemple classique, Apple, avec son armée d'ingénieurs et de designers, crée une valeur marchande comparable au PIB de pays entiers. Sa richesse est physiquement presque immatérielle et elle réside dans les brevets, le design, son écosystème et dans l'esprit de ses employés. Et voici le paradoxe clé de notre époque, le capital humain ne peut pas être conquis par la force. Vous ne pouvez pas atterrir en hélicoptère dans la Silicon Valley, mettre un pistolet sur la tempe d'un programmeur de Google et le forcer à générer des idées géniales dans un sous-sol. Sa valeur s'évaporerait instantanément. Les personnes talentueuses, hautement éduquées et créatives sont la ressource la plus mobile de la planète. Elles affluent et restent là où on leur offre la sécurité, la liberté, des opportunités de croissance, une qualité de vie et une bonne éducation pour leurs enfants. Elles votent avec leurs pieds et quittent les endroits où règne l'autoritarisme, l'instabilité et l'agression. Regardez la carte de l'activité économique dans le monde développé. Prenons l'Amérique. Ce ne sont pas les interminables champs de maïs de l'Iowa qui déterminent sa puissance. Ce sont plusieurs dizaines de mégapoles et de pôles technologiques à New York, San Francisco, Boston, Seattle. Des îlots sur la carte où sont concentrées les meilleures universités, les centres de recherche et les personnes talentueuses. Ce sont eux qui génèrent la part du lion des innovations et du PIB. Tout le reste du vaste territoire, du point de vue de la création de valeur à haute marge, est, pardonnez la brutalité, un décor beau mais largement insignifiant. Ainsi, la guerre de conquête moderne est une opération monstrueusement coûteuse et suicidaire visant à s'emparer par la force d'une coquille vide, d'un point de vue économique. Dans le processus, vous détruisez à coup sur la seule chose qui est une vraie valeur au XXIe siècle, le potentiel humain et l'environnement fragile dans lequel ce potentiel peut s'épanouir. Vous obtenez des ruines, une catastrophe humanitaire, des réfugiés et le joug des sanctions. C'est pourquoi les pays développés ne mènent pas de telles guerres. Non pas à cause d'un soudain amour pour la paix, mais en raison d'un calcul froid et rationnel. Ils ont compris les nouvelles mathématiques. Conquérir des terres aujourd'hui, c'est comme essayer de s'enrichir en braquant des magasins de vidéocassettes à l'ère du streaming. Vous repartirez avec un tas de plastique inutile, en passant complètement à côté de l'essentiel, comment la vraie richesse et l'influence se créent aujourd'hui. Les dirigeants qui refusent de voir cette nouvelle réalité sont condamnés à jouer un jeu atrocement coûteux avec eux-mêmes. Ils dépensent les ressources et l'avenir de leur peuple pour des simulacres de grandeur passée, créant non pas des empires, mais des musées en plein et remplis de fantasmes revanchistes et de problèmes insolubles. Dans un monde où la vraie richesse est le code, les données et le savoir, leurs rêves de sabre et de frontières n'ont pas seulement l'air anachroniques. Ils ressemblent à une incompréhension clinique du monde dans lequel ils tentent de régner.